Et bonjour à tous. Merci de vous présenter dans ce webinaire entièrement consacré à la souveraineté numérique, mais pas sur un angle de conservation, on est plutôt sur un angle d'innovation aujourd'hui. Donc, on va ouvrir un peu cet angle souveraineté et c'est tant mieux. Donc, moi, je me présente, je suis Cyril Chausson, je travaille pour IDC Europe, je suis analyste, je suis basé à Paris et j'ai différentes cordes à mon arc, notamment tout ce qui concerne la modernisation des applications et puis par extension naturelle, j'ai envie de dire, tout ce qui porte sur l'infrastructure et puis également sur la souveraineté, le sujet qui nous anime aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran tout de suite sans plus attendre pour vous donner aujourd'hui un peu de contexte. Je vais passer en mode, si le mode diapo décide de se mettre en route, et voilà. J'espère que vous voyez tous mon écran. Voilà. Donc, nous allons parler évidemment du cloud souverain, mais sous un angle, un catalyseur de confiance dans une Europe en mutation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des données qui sont issues d'une étude toute fraîche, sortie d'IDC conduite dans le monde, avec un focus très centré sur l'Europe, parce que la souveraineté est une problématique mondiale, mais d'autant plus présente en France. Donc, ce sont des données vraiment toutes fraîches que vous allez pouvoir visualiser aujourd'hui. Et sans plus attendre, laissez-moi vous donner un peu de contexte, parce que si vous deviez aujourd'hui retenir un seul chiffre pour comprendre vraiment ce sujet de la souveraineté numérique et le poids de la souveraineté numérique parmi les entreprises en Europe, eh bien, ce serait celui-ci. 46% des entreprises européennes ont vu leur intérêt pour la souveraineté numérique s'intensifier ces derniers mois. Alors, vous êtes tous témoins de cela, hein. On vit dans une époque où les frontières numériques, finalement, sont devenues aussi sensibles que les frontières physiques, ou les tensions géopolitiques, les conflits commerciaux, les pressions également réglementaires. Tout cela pousse les entreprises à repenser leur dépendance technologique, évidemment. Et cette prise de conscience se traduit en actions concrètes. C'est ce que vous pouvez voir sur les slides. 40% des entreprises utilisent déjà des solutions de cloud souverain, mais c'est une dynamique qui se construit, parce que 19% prévoient de le faire dans les 12 prochains mois. Donc, on voit que ce n'est pas du tout figé, ça répond à une question conjoncturelle, c'est poussé par une question conjoncturelle, mais on va bien au-delà aujourd'hui de cela. Autre data intéressante, 33% de ces entreprises européennes ont décidé de réduire leur dépendance via des technologies multi-cloud et open source. Et Nicolas nous parlera un petit peu plus d'open source un petit peu plus tard. Donc, on voit que certes, il y a une réaction défensive aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'une réaction défensive, il s'agit en fait d'une transformation véritablement stratégique. Dans ce contexte très particulier que je viens de nommer, en fait, il convient d'appliquer une grille de lecture, parce qu'aujourd'hui, il est plutôt difficile de comprendre les contours de la souveraineté numérique. On trouve souvent différentes questions et différentes définitions de la souveraineté numérique. Voilà, donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est ce que IDC appelle la stack de la souveraineté numérique. Donc, c'est un empilement de plusieurs couches qui commence par l'autodétermination, puis qui évolue vers l'autosuffisance, puis vers la résilience stratégique. Alors, l'autodétermination, à la base de l'autodétermination, ça commence par la souveraineté des données, inévitablement. Aujourd'hui, la souveraineté des données, c'est vraiment la base, je dirais, fonctionnelle et le socle premier de la souveraineté digitale. Donc, celle-ci inclut des solutions qui doivent offrir une vision holistique sur la manière dont les données sont à la fois collectées, classifiées, classées, traitées, stockées, etc., pour garantir une forme de respect des législations et des réglementations en vigueur. On monte d'un cran supplémentaire et on assiste à la souveraineté technique. Alors là, ça fait référence véritablement à l'infrastructure numérique. Je dirais le fonctionnement direct, ce qui se passe en dessous. On soulève le capot véritablement de l'infrastructure numérique. Cela inclut les centres de données, les data centers, les serveurs, le matériel, véritablement, les logiciels ainsi que les services qui sont proposés pour gérer les données et les applications, les services qui sont véritablement dans le cloud. Évidemment, cette infrastructure doit être protégée contre toute forme d'interférence, extraterritoriale, et bien sûr isolée des autres infrastructures qui ne pourraient ne pas être souveraines, par exemple. On monte d'un cran supplémentaire et on assiste on constate plutôt à la souveraineté opérationnelle. Alors là, c'est des solutions cloud qui permettent de rendre transparent le contrôle des opérations qui sont liées justement à ce cloud. On parle de provisioning, par exemple, on parle de gestion des performances, et puis bien sûr, on parle
la surveillance, hein, l'observabilité, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui si on veut automatiser, par exemple, le provisioning ou les workloads. Et donc, cette couche-là doit être également souveraine et complètement transparente. Les trois dernières couches, j'ai envie de dire, sont davantage portées sur un contexte macro. Alors, la souveraineté en matière de disponibilité, celle-ci, ça concerne principalement, j'ai envie de dire, la résilience, hein. Elle est notamment encadrée par certaines régulations en Europe. Et vous savez qu'en Europe, les régulations, il y en a pas mal. Je vais en citer une, par exemple, le DORA, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui définit des principes visant à garantir finalement qu'une infrastructure numérique au niveau des banques reste disponible pour fournir les services critiques. Donc, la souveraineté au niveau de la disponibilité, c'est vraiment cette capacité à pouvoir délivrer en continu des services sans interférence extérieure. Puis, on monte encore sur la chaîne logistique, et là, on arrive à la dimension autosuffisance. Là, c'est la résilience de la chaîne logistique, hein, qui inclut les solutions, les équipements, même les dispositifs nationaux pour garantir cette forme d'autosuffisance. L'énergie, aujourd'hui, est devenue véritablement un bon exemple sur ce sujet. Et enfin, la souveraineté géopolitique, c'est véritablement la couche la plus macro, j'ai envie de vous dire. C'est une échelle beaucoup plus large. On dépasse l'échelle de l'individu ou de l'entreprise pour atteindre le niveau national, hein, finalement, où les gouvernements cherchent à utiliser ces solutions numériques pour sécuriser l'infrastructure, sécuriser tout ce qui concerne répondre aux faiblesses stratégiques et nationales et aux dépendances, hein, qui sont visiblement à risque. La France fait partie des pays qui ont été précurseurs dans ce domaine. Alors, chez IDC, on va s'intéresser véritablement aussi aux fondations de la souveraineté. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, en matière IT, hein, évidemment, qu'un cloud est souverain? De quoi les entreprises aujourd'hui en Europe ou dans le monde ont vraiment besoin pour que le cloud soit souverain? C'est ainsi qu'on va définir véritablement, en matière IT, encore une fois, les composants du cloud souverain. Alors, on retrouve les trois piliers: la souveraineté des données, la souveraineté technique et la souveraineté opérationnelle, ainsi que les sous-rubriques qui aujourd'hui, c'est des sous-rubriques fonctionnelles et techniques, hein, ces trois piliers qui comportent des composantes IT fondamentales pour orchestrer la souveraineté numérique. Vous les connaissez, hein, c'est la souveraineté des données pour le stockage, PaaS, et la sécurité de l'information et des données. En ce qui concerne la souveraineté technique, on parle d'infra et de matériel intégré, les logiciels qui servent justement à orchestrer cette infrastructure, et puis la sécurité au niveau du hardware. Et en matière de souveraineté opérationnelle, c'est la partie réseau, la gestion des systèmes et des services, et toute la partie analytique en matière de sécurité. Au total, ces trois piliers, ces trois composants ainsi que ces sous-rubriques forment ce marché mondial des solutions pour le cloud souverain qui devrait atteindre, selon les projections IDC, quelques 250 milliards de dollars en 2017. C'est dire que ce marché se construit et ce marché va progresser dans le temps à une vitesse d'autant plus rapide. Aujourd'hui, on voit que le principal moteur de cette croissance, finalement, est la souveraineté des données. On le voit aujourd'hui chez IDC, mais que tout cela va également se déplacer sur la couche davantage PaaS, et on verra pourquoi tout à l'heure, parce que c'est vraiment une couche qui est dédiée à la gestion des données notamment. Alors évidemment, la souveraineté numérique n'est pas un phénomène uniforme, j'ai envie de vous dire. Chacun avance à son rythme, les industries avancent à leur rythme, et les pays également avancent à leur rythme. Alors commençons d'abord sur la partie droite de l'écran, hein, c'est le niveau de l'adoption par secteur. Évidemment, des early adapters, il y a eu des pionniers qui ont emprunté ce chemin du cloud souverain avant les autres, hein. Ce sont des acteurs qui ont des obligations fortes en matière de conformité et de sécurité. Je parle du gouvernement, les telcos, les services aux entreprises, et puis également certaines industries à part entière, comme le manufacturing, le transport, l'éducation, hein, qui cherchent à sécuriser leurs données, mais tout en restant compétitif. Et c'est là que ça devient intéressant. Et dans un second temps, on voit qu'une certaine dynamique s'installe sur ce marché, et le cloud souverain va continuer son chemin à travers d'autres industries. D'autres industries vont s'accaparer ce cloud souverain. Là, vous voyez, on parle des services financiers, par exemple, qui étaient, alors je ne vais pas dire à la traîne, ça serait vraiment pas bien de ma part, mais on voit que c'est 24% dans les 12 prochains mois
c'est vraiment quelque chose qui va les intéresser. Même chose pour la grande distribution. Le retail aujourd'hui représentait 29% d'un taux d'usage, va augmenter d'ici dans les 12 prochains mois de 21% supplémentaires, ce qui représente vraiment un point intéressant. Conclusion, c'est véritablement, on passe d'une logique d'early adopters, hein, c'est-à-dire de pionniers vraiment, à une logique davantage centrée sur l'industrialisation. On retrouve un peu cette logique finalement, si on se porte sur la partie gauche de l'écran. On assiste à une Europe à plusieurs vitesses. On voit d'abord les pionniers, ceux qui ont avancé en premier hein, sur ces questions de souveraineté, l'Espagne, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, pardon, on voit vraiment que ce sont des pays qui ont mis en place des cadres réglementaires avant les autres, j'ai envie de dire, et des politiques publiques plus ou moins volontaristes en la matière. La France fait partie de cela, évidemment. Puis on voit un peu un ventre mou, Pays-Bas, Suède et Italie pour le moment. Et puis à la fin, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni qui restent un peu en retrait, mais ce qui est important de constater dans ce slide, c'est les pays nordiques, hein, les pays anglo-saxons qu'on voit, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni. S'ils ont été prudents dans un premier temps, eh bien, ils montrent une intention forte sur les 12 prochains mois. Donc, il est important que, voilà, il ne va pas y avoir une uniformisation du cloud souverain, évidemment, mais au moins un taux d'adoption par pays, parce que le marché va se restructurer, parce que les pays vont prendre conscience de cela, et puis le climat, encore une fois, géopolitique, les tensions commerciales poussent un peu à avoir ces dispositifs en place. Et qu'est-ce qui pousse concrètement ces entreprises à franchir le pas? D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quels sont les déclencheurs d'un cloud souverain? Alors, il existe, vous voyez à l'écran, 3 moteurs d'accélération. À vrai dire, même ces accélérateurs montrent que la souveraineté numérique est à la croisée hein, de ces 3 chemins-là, à savoir la conformité, c'est la première chose, la résilience et la sécurité, et puis l'innovation. L'innovation qui est un pan important dans ce webinaire aujourd'hui. Alors, la maîtrise juridique et conformité, qui est vraiment le pilier numéro 1, hein, c'est vraiment se créer un bouclier juridique. La souveraineté devient ici un bouclier juridique, donc elle permet aux entreprises de reprendre le contrôle hein, et surtout de se conformer aux obligations dans un contexte où les lois extraterritoriales peuvent entrer en conflit hein, avec les réglementations locales. C'est typiquement ce qu'on voit dans la partie conformité réglementaire et juridique. Ensuite vient la sécurité et la continuité. Là, on est vraiment dans la résilience. D'accord ? Là, on est vraiment assuré. Le cloud souverain va assurer la sécurité de mes applications, la sécurité de mon infrastructure, la sécurité de mes workloads dans cet environnement. C'est la confidentialité, c'est la résilience opérationnelle également, mais surtout, encore une fois, cette notion de risque géopolitique qui revient dans cette partie-là. Et enfin, la stratégie, l'innovation, les développements et la compétitivité. Le cloud souverain n'est pas uniquement un frein, n'est pas forcément une contrainte. C'est aussi un levier de différenciation et surtout un facteur de compétitivité. C'est encore une dimension qui est un peu en retrait, parce que les priorités sont aujourd'hui sur la sécurité, la résilience et puis cette conformité. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui monte progressivement dans l'esprit des entreprises et surtout celles qui aujourd'hui ne pouvaient pas jusqu'alors, par exemple, utiliser pleinement l'innovation apportée par le cloud du fait des régulations et des industries qui sont hautement régulées. Un point intéressant, on vient de voir pourquoi en fait. C'est quoi les accélérateurs? C'est quoi les motivations de ces entreprises aujourd'hui qui ont cette démarche de souveraineté numérique? Mais finalement, est-ce qu'elles récoltent les gains? Est-ce que ça leur apporte véritablement quelque chose, tout cela? Vous pouvez voir que sur ce slide, oui, les gains constatés se retrouvent au niveau du stockage, au niveau local, hein, ce niveau de localisation est très important, au niveau de la sécurité, au niveau du contrôle des accès et surtout la protection contre les demandes de données extraterritoriales et puis la confiance accrue des clients et des partenaires qu'on voit un petit peu haut. Donc, ce qui est important de retenir ici et ce qui est important de retenir dans ce slide, finalement, c'est que les gains sont globalement à la hauteur des premières motivations d'aller dans ce cloud souverain, surtout sur les aspects de sécurité, conformité et puis souveraineté juridique. On remarque encore une fois que les bénéfices qui sont liés au métier, au business, hein, comme l'innovation ou l'accès à de nouveaux marchés, par exemple, restent encore un petit peu sous-exploités, mais on va revenir que, justement, on va dire plus tard que c'est quelque chose qui va forcément grossir sur le marché, et que cela ouvre finalement une deuxième phase de valorisation de ce cloud souverain qui sera davantage tourné sur cette partie-là.
Mais l'autre enseignement que je voulais aborder avec vous, en fait, c'est ceux qui se sont risqués ce cloud souverain et ont donc investi. C'est-à-dire qu'on verra que ça ne coûte pas forcément moins cher, mais ont donc investi, ont tiré des bénéfices, et c'est surtout là où ils étaient attendus. Du moins, c'est ce que nous disent les entreprises dans cette étude. L'autre question à se poser, c'est comment ces gains ont-ils été réalisés? À savoir, quelles applications ont été migrées avant tout vers cette fondation souveraine, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Le premier constat qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les entreprises ont véritablement pris conscience de cette souveraineté, pardon, excusez-moi. Et à partir de là, on commençait à identifier les données les plus sensibles et moyennement sensibles dans leur récit. Donc, on constate, et c'est un point vraiment essentiel ici, que 47% des entreprises en Europe, j'insiste bien, c'est en Europe, estiment que 30 à 50% de récit contient des données sensibles ou moyennement sensibles. Ça veut dire que près de la moitié de leur patrimoine numérique informationnel, finalement, eh bien, mérite une attention toute particulière qui avait pas forcément avant, ou qui avait forcément avant, mais traité d'une façon différente, mais surtout qui est éligible à cette notion de souveraineté et à différentes plateformes de cloud souverain. On remarque ensuite sur la partie droite de ce slide que même si on a identifié que ces données étaient éligibles à un éventuel cloud souverain, elles sont migrées à différentes vitesses et logiquement, on remarque, comme on a pu le constater avant, que c'est une question encore aujourd'hui d'infrastructure. Les entreprises cherchent donc à sécuriser les fondations, leur fondation même, l'infrastructure, avant d'envisager la migration de services un petit peu plus avancés. Alors, reprenons un peu ce que ça veut dire. Donc, le cloud souverain est ainsi utilisé principalement sur la couche IaaS pour les questions de sauvegarde, récupération, stockage, et également au niveau du compute et de la sécurité. Et on remarque la montée progressive du PaaS avec cette gestion des données qui représente tout de même 31% aujourd'hui, ce qui est vraiment important. Le développement d'applications qui reste encore un petit peu en retrait et la partie SaaS qui reste, la majeure partie de la partie SaaS reste quand même sur la fonction back-end. Aujourd'hui, si l'IA et le machine learning sur ces composants-là ont une appétence, et on le verra plus tard, pour le cloud souverain, ça reste aujourd'hui les workloads les moins migrés dans de la cloud souverain, du moins pour cette partie-là. Après les workloads, après les services, etc., la question est où? Reste alors à se poser la question du choix de type de plateforme. Quelle forme prend cette souveraineté? Où les entreprises vont-elles déposer, vont-elles déployer leurs applications et les données sensibles? Alors, vous n'êtes pas du tout être surpris aujourd'hui que 30% des entreprises utilisent un cloud public opéré par un fournisseur local. C'est une question aussi de cloud public pour 19%, mais là encore avec des fournisseurs mondiaux que vous connaissez forcément très très bien. On constate également que la souveraineté, ça reste encore pour 17% des entreprises et pour 16% des entreprises quelque chose qui va se jouer on-prem, d'accord, sur l'informatique traditionnelle qui n'est pas cloud ou par l'intermédiaire d'un cloud privé. On remarque en revanche que le cloud privé va prendre de longs bons points dans les 12 prochains mois. C'est ce 20% que vous voyez, qui va représenter aujourd'hui une solution qui semble intéresser les entreprises en Europe. Le cloud souverain, le pur cloud souverain, j'ai envie de dire, ceux qui ont emprunté cette voie-là, en France, on en a quelques exemples qui sont essentiels, représentent aujourd'hui 7% du marché, mais 9% dans les 12 prochains mois, ce qui veut dire véritablement que l'offre va continuer à se densifier, à se développer et à attaquer un peu plus le marché. Mais c'est ce qui est également essentiel à comprendre dans ce slide-là, c'est que 56% des entreprises, c'est quand même pas mal, déclarent que le cloud souverain ne sera pas un phénomène isolé, en fait. Le cloud souverain sera un élément central de leur stratégie d'hybridation d'environnement, de multi-cloud ou de cloud hybride. Donc, en gros, tout ne sera pas souverain, mais les stratégies liées à la souveraineté auront en fait pour effet d'ajouter un composant supplémentaire, une couche supplémentaire aux environnements hybrides, quitte parfois, souvent, j'ai envie de dire, à augmenter la complexité au niveau opérationnel demain, au niveau d'intégration. D'où la nécessité d'avoir ici, encore une fois, une architecture un petit peu plus ouverte qui permet de créer ces passerelles d'intégration avec les autres clouds, avec cet environnement multi-cloud. Donc, si j'avais à résumer quelque chose, c'est le cloud souverain aujourd'hui ne remplace pas les autres modèles,
mais surtout, il est complète. Alors, le paysage n'est pas complet si on n'aborde pas la question de l'innovation. On a vu que c'était quelque chose qui est aujourd'hui présent dans l'idée, dans l'esprit des entreprises en matière, quand on parle de cloud souverain. Euh, Contrairement aux idées reçues qu'on entend souvent sur le marché, seulement 9% des entreprises pensent que la souveraineté ferait l'innovation. D'accord. Au revanche, quand on parle, au contraire, hein, quand on parle avec l'IA, elle permet de sécuriser les workloads d'IA tout en respectant les exigences réglementaires. Ça, c'est un point essentiel, surtout quand en Europe, il y a des réglementations qui sont très fortes dans ce sujet, notamment l'IA Act. C'est important, justement, et les entreprises considèrent que le cloud souverain est une protection contre tout cela. On sait évidemment que l'IA est extrêmement dépendante aux données, hein, ça doit demeurer conforme aux régulations, et le cloud souverain s'inscrit donc sur la feuille de route de l'IA. Encore une fois, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais certaines workloads d'IA, pour reprendre le terme consacré, ira dans un cloud souverain. 49%, et là j'arrive avec les chiffres, hein, 49% des entreprises prévoient d'augmenter leur usage du cloud souverain en matière d'IA pour les 2 prochaines années. 43% l'utilisent déjà, et c'est là quand même quelque chose d'extrêmement important qui laisse entrevoir quand même quelque chose en matière d'IA. Évidemment, tout n'est pas ce qui est rose, hein. Alors, on a vu les moteurs, on a vu les bénéfices, on a vu qu'il y a une forme de dynamique d'adoption, mais abordons maintenant les freins. Et les freins sont aujourd'hui quelque chose de réel, hein, et ça tombe très bien parce qu'on commence à voir les premiers résultats avec les premiers, je vais dire, les early adopters de ce cloud souverain. Alors, on peut les regrouper en 3 grandes catégories, hein. Les défis liés au marché et à l'offre, hein, c'est la partie qui est en marron que vous pouvez voir là-dessus. Ensuite, il y a les défis humains et organisationnels, et puis évidemment les défis techniques et opérationnels qui sont aujourd'hui les plus grands défis à soulever en termes de volume, du moins, présent sur ce graphique. Alors évidemment, ces défis ne sont pas insurmontables, mais ils nécessitent quand même une approche structurée. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement, ces défis agissent en parallèle, comme vous pouvez le voir, 37%, 34%, et puis toute une série de 30%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer un obstacle un par un. Il s'agit d'avoir une vue d'ensemble et une vue holistique en parallèle pour pouvoir bien comprendre ces freins. Alors, le plus cité, c'est les coûts élevés. Alors, on est vraiment sur une problématique à la fois de marché, hein, d'offres, hein. Les solutions souveraines sont souvent plus coûteuses. Chez certains, il faut payer un premium. On le sait, tout le monde le sait, mais également, c'est coûteux à cause des frais liés à l'intégration technique, on l'a vu tout à l'heure, et puis à la compréhension des systèmes, au recrutement de personnes, etc. Donc, les coûts élevés sont vraiment le frein, premièrement, en premier cité. La grande complexité, là, c'est vraiment quelque chose de technique. La migration, la classification des données, la gestion des données sensibles, on l'a vu, l'intégration. Les projets sont souvent plus techniques euh, qu'anticipés par les entreprises. Et puis, j'aimerais insister sur un point important, le manque de compétences internes. Aujourd'hui, on a du mal à cerner véritablement qui est responsable de cette notion de souveraineté ou du cloud souverain. Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est le responsable des risques? Est-ce que c'est finalement le CDO, le Chief Digital Officer, ou autre chose dans l'entreprise existante? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un Chief Sovereignty Officer, par exemple, qui prenne la responsabilité de cela et mène à la fois des compétences en interne, fasse monter en compétences la société à part entière dans un cadre stratégique. Voilà. Les problèmes d'intégration, on l'a déjà cité, la classification des données, tout ça, c'est 30%, c'est des choses qui véritablement importantes. Donc, on comprend que c'est une ambition. Ce cloud souverain, c'est une ambition et c'est une exigence aussi. Mais à la fois, comme souvent dans les régulations, on peut voir ça au début comme un obstacle, mais on peut aussi voir comme des leviers d'action, hein, à la fois pour renforcer une forme de posture générale de l'entreprise, que ce soit en matière de résilience, de conformité et de sécurité, évidemment. Et je terminerai par ce slide pour vous brosser ce paysage. Face à ces obstacles, évidemment, les entreprises ont besoin de partenaires souverains, ils ont besoin de personnes qui
sociétés, de personnes qui les accompagnent à faire tout ce que je viens de dire précédemment, à lever ces obstacles, à les accompagner dans la montée en compétences, à comprendre quelle est l'expertise à apporter justement si on veut devenir souverain. Eh bien, encore une fois, c'est aujourd'hui une question d'infrastructure. Quand on pose la question aux entreprises, quels sont les critères véritablement que vous choisissez pour choisir un partenaire souverain, eh bien, on comprend que c'est une question d'infrastructure et de localisation. C'est-à-dire que les entreprises exigent des data centers nationaux pour garantir cette localisation des données. Ils demandent également des certifications nationales, que ce soit en cybersécurité, pardon, ou en cloud. Ils veulent un contrôle souverain de l'infrastructure au niveau du réseau. D'accord? Donc, tout cela nécessite véritablement une localisation, une proximité, j'ai envie de vous dire. Viennent ensuite la recherche de flexibilité et la recherche de résilience. 36% attendent des solutions, on le voit sur ce slide, capables de supporter la résilience opérationnelle. 30% refusent radicalement à lock-in technologie pour justement bénéficier de cette ouverture et de cette transparence entre process et puis ces capacités d'intégration aussi. 30% veulent avoir la possibilité, on rejoint le lock-in, de rapatrier leurs données. C'est quelque chose aujourd'hui qui monte en puissance, tout cela. Et puis le troisième critère, c'est l'écosystème de partenaires et l'alignement stratégique. Alors quand je parle d'alignement stratégique, c'est des compétences sectorielles. C'est-à-dire que chaque métier, chaque secteur, chaque industrie travaille avec des régulations différentes qui sont vraiment sectorielles. Il est important d'inclure la souveraineté dans ces régulations aussi. Des partenaires aussi, des partenaires qui soient véritablement alignés sur cette chaîne de valeur de la souveraineté. Et puis, évidemment, certains vont privilégier l'open source encore, ou des prestataires locaux avec une empreinte nationale, ou encore des services issus de prestataires mondiaux. Mais en fait, là où je voulais en revenir, et je terminerai là-dessus avant de céder la parole à Nicolas, c'est que pour les entreprises européennes, en fait, le partenaire souverain, c'est celui qui va combiner cette notion de proximité, d'expertise, de compétences, apporter ce facteur humain qui va finalement manquer, on le voit bien aujourd'hui, et c'est surtout cette fonction d'ouverture qui va permettre d'inclure ce cloud souverain, les stratégies souveraines dans ce grand tout de l'hybridation IT, et qui permet d'avoir une cohésion, une vue d'ensemble qui soit complètement complète et surtout cohérente avec le SI de l'entreprise. Voilà, j'en ai terminé pour ce contexte, pour cette présentation. Je vais me débrancher. Je reviens à vous. Est-ce que je suis bien débranché? Oui, je suis bien débranché. Merci beaucoup, Cyril. Bon, ce que j'aime bien, Cyril, c'est que tu m'annonces des bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu vois, j'étais morose, le temps sur Paris est un peu grisâtre, il pleut un peu, mais tu me dis, le marché du souverain, c'est 250 milliards en 2027. Du coup, je vais commencer à appeler peut-être changer de voiture, changer de maison. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles, tout ce que tu m'annonces, les pourcentages d'évolution vers le souverain. Alors, donc, je suis Nicolas Dufour, je suis directeur de la stratégie chez Cloud Temple. Je ne vais pas prendre du temps de présenter Cloud Temple. Cloud Temple, c'est simple, c'est un cloud souverain qui donc a pour objectif d'héberger des SI critiques et des données sensibles. Par contre, je voudrais du coup prolonger. C'est-à-dire, ce qui est intéressant maintenant, après ce que vient de nous exposer Cyril, c'est comment Cloud Temple traduit cette souveraineté, parce qu'on a plusieurs compréhensions de la mise en œuvre de la souveraineté. Les hyperscalers parlent de leurs solutions souveraines. Certaines joint ventures en France, ou même dans d'autres pays européens, parlent aussi de cloud souverain. Et nous, Cloud Temple, nous parlons aussi de cloud souverain. Mais ça veut dire quoi pour Cloud Temple? Nous, en fait, ce que nous développons foncièrement, c'est que d'abord, la souveraineté pour un clouder industriel, c'est ce que j'appelle souvent faire le choix, c'est l'art de choisir ses dépendances, mais on fait ce choix-là pour répondre aux exigences de souveraineté de nos clients et pour répondre aussi à une capacité industrielle de maîtriser ces solutions. Et donc, on développe ce qu'on appelle la confiance numérique. Alors, ça veut dire quoi la confiance numérique pour Cloud Temple, qui est une réponse à cette demande et cette exigence de souveraineté? Premièrement, c'est effectivement la localisation de nos data centers. Nos data centers
sont en région Île-de-France, en France, et nous allons ouvrir une nouvelle région l'année prochaine, ou tout début d'année 2027, à Francfort. Parce que Cloud Temple est un clouder qui est national et maintenant européen. Donc déjà, la localisation des données de nos clients sont sur le terrain européen. Mais deuxièmement, c'est tout notre socle physique et logiciel, puisque en fait, à Temple, nous sommes des développeurs. C'est 350 personnes de développeurs toute la journée. D'ailleurs, je ne comprends pas tout quand ils s'expriment. Certains parlent en hexadécimal, ça me rappelle ma jeunesse. Mais c'est ça, Cloud Temple. Ils développent des logiciels cyber, cloud services, adaptés aux besoins du cloud souverain. Eh bien, notre cloud, il est qualifié, on l'a dit tout à l'heure, il est qualifié SecNum Cloud 3.2. Il est qualifié aussi certifié HDS. On est en train de passer la certification PAMS, la qualification, pardon, PAMS, c'est pour la même chose que le SecNum, mais sur les prestations et services managés. Nous sommes certifiés C5 en Allemagne. Nous allons être certifiés CASA Star en Italie, ENS en Espagne. C'est une garantie pour le client que ce qu'il demande en termes de souveraineté, nous avons l'étiquette qui va bien et qui estampille cette capacité de faire du cloud souverain localisé. Il peut avoir confiance dans ce que nous offrons. Deuxième point, la confiance numérique, ça se travaille. C'est bien joli d'avoir des data centers en France et en Europe, d'avoir les meilleures qualifications possibles, mais le client, lui, il doit aussi répondre à ses besoins. Et il veut tout, le client. Il veut du IaaS, il veut du PaaS, il veut des bases de données as a service, il veut des briques d'IA, il veut du quantique bientôt. Le quantique, c'est juste pour demain. L'Allemagne a développé des machines quantiques ouvertes aux industries. La France est en train de mettre en place le même type de solution. On a investi 1 milliard sur le quantique en France et on a de très belles entreprises comme Alice et Bob, comme Candela. Donc, le quantique est là, en fait, en termes d'innovation. Donc, nous devons offrir l'offre la plus profonde à nos clients. Et c'est ce que nous faisons. À Temple, on a une infrastructure IaaS, avec plusieurs offres IaaS. On a une offre IaaS VMware classique, traditionnelle, on va dire, mais on a aussi maintenant une offre IaaS open source, basée sur Xen, d'une société française qui s'appelle Vates. Et donc, on peut offrir aussi à nos clients cette capacité de solution qui nous rend indépendants des technologies et du coup, qui nous rend aussi indépendants des fluctuations géopolitiques, des fluctuations de prix, en l'occurrence, là, si je prends le sujet d'hyperviseur. Et ça, c'est une demande aussi essentielle d'un clouder comme ça, d'un industriel, c'est cette indépendance et qui est demandée aussi par nos clients. On a aussi du bar métal qualifié SecNum. Au-dessus, nous sommes pour l'instant, ça fait déjà 1 an, que nous sommes qualifiés sur la partie PaaS. Et ça, c'est très important. Cyril l'a dit, la partie PaaS, c'est cette partie qui regroupe les applications sous forme de containers, qui est ce qu'on appelle la nouvelle architecture de type hébergement pour faire du cloud native. Et le cloud native, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise le cloud simplement, facilement. Donc l'argument qui est le cloud notamment et le cloud souverain, c'est compliqué. Nous, on le traite entre autres par des offres de type PaaS sur du Kubernetes, empaqueté pour nous sur une solution Red Hat OpenShift. Donc, au cœur de cette plateforme PaaS OpenShift qui est qualifiée SecNum, on a un moteur Kubernetes qui est open source. On a Red Hat qui alimente l'open source Kubernetes parce qu'il développe autour de Kubernetes. Et effectivement, sa plateforme après, elle apporte des enrichissements qui sont quoi? Qui sont en fait des capacités d'accélérer pour nos clients. Pourquoi Cloud Temple? J'ai dit tout à l'heure, la souveraineté, c'est l'art de choisir ses dépendances. Mes clients, ils ont besoin d'accélérer. Ils ont besoin d'une plateforme qui va leur apporter toute une série de fonctionnalités, bases de données as a service et autres. Et donc, OpenShift, Red Hat est la première plateforme PaaS au monde. C'est 45 du marché du PaaS. Donc, nous, on se doit de répondre à ce besoin du marché
par une plateforme basée sur du cube. Et j'ai fait le travail avec Veolia, par exemple. On a pris les containers, les microservices de Veolia, on les a posés sur la plateforme et ça a été fait simplement. Il n'y a pas eu de complexité à poser les cubes. Après, il y a tout un travail d'accompagnement pour rester aussi dans cette gestion d'une éventuelle complexité pour certains clients qui pourraient avoir des architectures avec du IaaS, du PaaS, de l'IA, et c'est ça maintenant le monde du SI. Cloud Temple a des gens, des accompagnants, des gens qui sont architectes, qui sont chefs de projet, qui accompagnent la réussite des projets. Et ça, c'est essentiel dans le monde moderne. Un clouder moderne ne doit pas être un clouder que d'infra. Il ne doit pas être un clouder que de IaaS. Il doit être un clouder d'accompagnement et de construction de solutions au service de ses clients. Voilà pour le deuxième point en termes de richesse. Alors, si tu me Vas-y, permets, vas-y, Cyril, Nicolas, je vas-y, vais oh, te bien sûr, poser au une question contraire. intéressante parce que là, on a parlé justement de cette infrastructure, de ces notions de PaaS également, où Cloud Temple proposait une diversité de services sur ces couches-là, exactement. Aujourd'hui, on a vu que cette partie innovation, en fait, dans les entreprises, n'était pas celle qui était en premier privilégiée quand on basculait vers. Voilà. C'est forcément quelque chose qui va être appelé à grandir sur le marché. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui pourrait justement créer cet incentive, cet intérêt pour les entreprises d'aller renforcer, d'aller considérer, pardon, cette notion de souveraineté en matière d'innovation et que la souveraineté soit vraiment un catalyseur, un accélérateur de l'innovation et pas uniquement quelque chose qui soit associé à la conformité, etc. C'est-à-dire que comment renforcer ce périmètre du cloud souverain par de l'innovation tout simplement. Alors, il y a deux axes. D'abord, la plupart de nos grands clients sont chez les hyperscalers et ils ont donc créé des SI qui utilisent la richesse des offres hyperscalers et ils veulent la même chose chez les clouders souverains européens. Donc, ils veulent une transposition de cette richesse fonctionnelle. Et on se doit d'équilibrer et d'apporter une même réponse en termes de richesse fonctionnelle aussi. Deuxième point, c'est que le monde moderne du numérique est plein de gens qui en veulent à nos données, qui en veulent à notre société, qui veulent, par exemple, qui commencent à stocker déjà les données pour pouvoir des données sensibles, pour pouvoir les décrypter par du quantique dans 1 ou 2 ans. On est entouré de vulnérabilité. Et donc, nos clients, ils ont aussi ce besoin d'innovation dans le domaine du souverain et de la sécurité pour garantir qu'ils ne seront pas attaqués de toutes parts sur le système d'information. Donc, on a effectivement, ce n'est pas qu'un sujet de conformité, hein, c'est un besoin pour répondre à des besoins du métier, en fait. Troisième point, parce que le temps court, et plus vite que la parole qui sort de ma bouche. Troisième point, c'est essentiel. Justement, j'ai parlé des GAFAM tout à l'heure. Ma conviction et la conviction de Cloud Temple, c'est que nous allons réussir à trouver un équilibre et récupérer des workloads et des applications qui sont chez les hyperscalers en associant et construisant l'écosystème français et européen. Nous en sommes convaincus, c'est comme ça que nous travaillons chez Cloud Temple. Nous travaillons avec Bull pour intégrer les serveurs HPC, pour intégrer les briques d'IA, pour intégrer les briques de data. Nous travaillons avec des académiques comme le CEA pour qualifier et cadrer les développements de produits. Nous travaillons avec Vatesh, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous travaillons avec Thales, Thales TSN et Thales TCS pour intégrer des solutions de migration facilitées. Nous travaillons avec Sopra pour des solutions de continuité numérique. Nous travaillons. Et ce que je vous dis là, c'est une réalité. L'Europe a pris conscience que c'est l'écosystème européen qui va permettre de trouver un équilibre avec le monde numérique américain et asiatique. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est ça qui va donner confiance aux clients. C'est de les accompagner sur des projets fondateurs avec un écosystème, un groupement, un joint venture qui est de très bon niveau et on n'a absolument pas de niveau plus faible que les Américains et les Asiatiques et de montrer que cet écosystème est capable de gagner sur le terrain, d'être aussi bon que les Américains et les Asiatiques. Et il ne s'agit pas de rentrer en guerre, il s'agit de trouver un compromis de positionnement entre les Américains, les Asiatiques et les Européens. Et pour l'instant, on doit prendre notre place et on la prendra parce qu'on a un écosystème riche qui a conscience de cette nécessité de travailler en écosystème. Et dernier point peut-être, il me reste 2 minutes,
c'est l'Europe, j'en ai un peu parlé. Notre conviction aussi, c'est que un clouder moderne, industriel, qui a compris la souveraineté et l'innovation, doit se mettre au niveau de l'échelle européenne. Donc, on travaille au niveau de la Commission européenne, avec la DG Connect ou la DG Int. On travaille au niveau de Gaia X. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de certification niveau 3 que nous sommes en train de passer, parce qu'on a besoin de montrer qu'on est interopérable au niveau européen. C'est pour ça que nous irons sur les marketplaces européens de classe souverain. C'est pour ça que nous allons monter des projets qu'on appelle des PIEC, des projets européens importants, avec des consortiums tels que je l'ai évoqué tout à l'heure, en relation avec un axe franco-allemand de cloud. Vous voyez, je suis en relation avec T-Systems de Deutsche Telekom, je suis en relation avec Stackit du groupe Schwarz. Et l'idée, elle est là. Et ce programme PIEC, il est pour 2026, il n'est pas pour 2050, il est pour 2026. Les acteurs je les ai contactés déjà. Nous sommes sur le terrain de la construction européenne, sur des groupements de niveau industriel qui ont la conviction que le terrain maintenant de l'équilibre entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe se passera sur le terrain avec les industriels du niveau que j'ai évoqué. Voilà ce que je voulais partager. 44. Pas mal ça. Ce que je voulais vous partager très rapidement en synthèse, après cette brillante intervention de Cyril. J'adore Cyril quand il parle. Je bois ses paroles et surtout quand il m'annonce tous ces milliards qui vont tomber dans ma poche. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes, quelques secondes pour des questions? Est-ce que vous avez des questions? Nous sommes tous oui. Alors, je ne vois pas de questions en chat ni dans le module questions-réponses. Ouais. Je pense que je vais plutôt moi faire une remarque à Cyril sur ces chiffres qui étaient très intéressants et je t'en remercie pour le partage. Il y a quelques années, la profondeur d'un catalogue de services cloud était un des critères qui freinait l'adoption. Aujourd'hui, dans les chiffres que tu nous présentes, je ne le vois même plus. Est-ce qu'on se dit que enfin nos acteurs français, européens ont réussi le pari justement de proposer un cloud qui sache répondre et aux contraintes de souveraineté et aux contraintes de modernisation, d'innovation qu'ont les entreprises et qu'a le secteur public? Voilà, c'était ma question pour toi. D'accord. Alors, si je comprends bien, oui. La question est plus... La question est... Elle parle d'une souveraineté indirectement, mais la question est sur les offreurs qui sont hors US, hors hyperscaler, en fait, à isopyramètre, la qualité des services et la profondeur des catalogues de services que tu évoquais, notamment en matière de données, etc. Alors, je vais faire une réponse par rapport à ce que j'entends sur le marché. Aujourd'hui, c'est mieux, dans le sens où les catalogues des hyperscalers qui ne sont pas américains, on va dire, ou qui sont européens, on va plutôt dire ça comme ça, ont densifié ce catalogue et ont multiplié leur capacité de pouvoir conserver justement cette base d'utilisateurs au-delà des couches d'infrastructure. D'accord. Ça, c'est une première chose. C'est les entreprises qui disent. La deuxième chose que les entreprises me disent, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, cette capacité et cette qualité en matière de service n'est pas encore à isopérimètre. Elle ne retrouve pas cette capacité, non pas en termes de diversification du catalogue, mais sur cette capacité à pouvoir aller chercher rapidement ces services et cette capacité à pouvoir les instancier, cette capacité à pouvoir aller directement consommer en fait ces services-là. Donc la profondeur de champ n'est pas exactement la même, et puis ensuite c'est cette capacité à pouvoir y aller rapidement et facilement accessible. C'est ces deux choses qu'on entend aujourd'hui sur le marché. Ceci dit, j'insiste encore une nouvelle fois, c'est que l'offre va de mieux en mieux, elle se construit, elle se solidifie, et la question qui restera finalement derrière, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe doit pouvoir créer non pas un profil type, non pas une entreprise qui vienne marquer le pas face aux hyperscalers, mais davantage un écosystème de partenaires, un écosystème en fait d'entreprises autour du cloud qui proposent ensemble ce catalogue de services qui soit interopérable et qui produisent la même valeur que recherchent aujourd'hui les entreprises. J'ai donné ma réponse. Notre conviction, c'est l'écosystème.
Alors, on entend certaines critiques de dire, mais il y a trop de clouders français, européens, etc. Le marché, à partir du moment où il est dynamisé, cette dynamique de fusion-acquisition se fera naturellement. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas de grands champions comme AWS, Azure, en fait de la même taille hein, que Azure ou Google, mais on a l'écosystème de même taille, clairement. Et donc, c'est de là que va venir la réalité du gain sur, et l'équilibrage vis-à-vis des hyperscalers américains et asiatiques. Quelques autres questions peut-être, non? Est-ce que vous seriez timides tous? Oui, j'ai l'impression. On a des timides. Peut-être une question que je vais m'auto-poser. Le cloud souverain, on a dit c'est complexe. Non, ça ne l'est plus. L'offre est aussi riche que les autres. Et faire du infrastructure as a service, de la VM, du container, du tout ça, c'est accessible. Et est-ce que c'est plus cher? Ah, le travail des clouders souverains que nous connaissons tous en France et en Europe est d'avoir des prix, et c'est ce que nous faisons chez Cloud Temple, alignés sur les prix des hyperscalers. Donc, non, maintenant, ce n'est pas plus cher que les hyperscalers. Donc, avoir des produits cloud, des services cloud, de bonne facture et qui correspondent au niveau de résilience et cybersécurité sont à des prix comparables à nos chers confrères américains ou asiatiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez récent et sur lequel tous les clouders ont travaillé et qui nous permet d'être encore plus concurrentiels. Est-ce que le mot de la fin, madame? Je ne vois pas d'autres questions. Je propose donc de rapidement mettre tes coordonnées pour nos chers auditeurs aujourd'hui qui aimeraient poursuivre cette conversation. Oui, tout à fait, oui. Avec toi. Je vous remercie tous les deux pour cet échange très enrichissant. Moi, je retiens un mot qui est vraiment écosystème. Bien. Je pense que voilà, on l'a bien retenu et des paroles de Cyril et de celles de Nicolas. Je vous remercie donc, messieurs, pour vos interventions, à tous nos auditeurs pour leur suivi de ce sujet passionnant. Et puis, j'ai envie de dire, la discussion continue Tout à fait. Sur les plateformes, sur les réseaux, et on serait ravis d'avoir votre feedback sur le sujet. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci. Merci en tout cas à vous tous. Et à très vite dans d'autres enceintes. Merci beaucoup.